Radio 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h18, nous sommes ce matin avec le professeur Frédéric Adnet. Bonjour. Pour ce livre, Les fantassins de la République, aux éditions Flammarion, Urgence Covid, un printemps en enfer. Oui, et c'est terrible, hein, Cécile, quand on lit ce livre, quand on y revient, enfin, sur le mois de janvier, enfin, on va redécrire un petit peu tout ça. Mais avant de revenir peut-être sur ce qui s'est abattu sur la France et nos hôpitaux, les services d'urgence que vous connaissez bien, vous, en Seine-Saint-Denis, où en est-on d'ailleurs aujourd'hui, là, puisque on dit que là, une nouvelle vague arrive, on en est où alors? Que les lits se remplissent. On parle de nouvelle vague, je pense que c'est un abus de langage, c'est pas une véritable nouvelle vague auquel on a affaire. On a affaire à un flux de patients Covid qu'on ne sait pas loger, qu'on ne sait pas hospitaliser, parce que contrairement à la première vague, on n'a pas déprogrammé les autres patients, les autres spécialités. Et notre gros problème, c'est à la fois de soigner les patients qui viennent pour des pathologies graves, sérieuses, et absorber ce flux de patients Covid qui vient en supplément. Et malheureusement, on est en train de saturer nos lits. Bah oui, 58% des lits en Seine-Saint-Denis sont déjà occupés par des patients Covid. Hein. Tout à fait. Et nous sommes vraiment inquiets parce que le flux entrant de patients Covid n'égalise pas le flux sortant. C'est-à-dire qu'on est toujours à accepter de plus en plus de patients, à hospitaliser de plus en plus de patients Covid au détriment des autres patients. Et c'est ce qu'on ne voulait pas faire. Parce que la déprogrammation, c'est clairement enlever des chances aux autres patients. Des cancers qui vont être diagnostiqués plus tard, des insuffisances cardiaques qui vont être mal prises en charge. Et donc, on risque d'augmenter une mortalité chez les autres patients parce qu'on va accueillir les patients les plus urgents. Oui, et ça, c'est un véritable problème éthique. Mais alors, les patients qui arrivent, est-ce qu'ils sont dans des situations d'urgence aussi graves, si je puis dire, que ce que vous avez connu au printemps, parce qu'on dit qu'il y a une meilleure prise en charge, que ça va mieux, quoi. On a fait d'énormes progrès. On n'a pas trouvé le médicament qui va tuer le virus, ça c'est clair. Ouais. Par contre, dans ce qu'on appelle, nous, le traitement symptomatique, l'oxygénothérapie, les anticoagulants, les corticoïdes, donc tout ce qui est des traitements symptomatiques, on a fait énormément de progrès dans les modalités d'oxygénation, dans les modalités de ventilation, ce qui fait que la mortalité hospitalière, elle a chuté, la durée de séjour de ces patients-là, elle a diminué. Donc ces patients, si vous voulez, on pourrait penser qu'ils sont moins graves. Non, ils sont mieux pris en charge parce qu'on a les mêmes patients, c'est les mêmes âges, c'est les mêmes défaillances. Le profil, voilà, c'est ça. N'a pas changé. N'a pas changé. Alors c'est toujours bon. Vous en Seine-Saint-Denis, c'est des personnes qui sont plus dans une situation un peu de précarité sanitaire, si je puis dire. C'est ça qui sont. Mon hôpital est au cœur de la Seine-Saint-Denis. Il est coincé entre deux cités et je veux dire tous les patients que je reçois aux urgences à l'hôpital Avicenne sont plus ou moins dans des situations précaires. Hein. C'est notre quotidien. Donc ça ne diffère pas. Mais précarité santé, hein, je dis, ça veut dire qu'ils avaient déjà. Des fragilités. Oui, mais tous mes patients, qu'ils soient insuffisants cardiaques, qu'ils aient des maladies chroniques, ils sont tous dans des situations plutôt précaires en Seine-Saint-Denis, puisque je suis en plein milieu, si vous voulez, de cités et si vous voulez, d'une épidémiologie vraiment de patients défavorisés. Donc ça ne change pas. Par contre, la précarité augmente la prévalence de cette maladie, augmente la fréquence de cette maladie, parce qu'ils vivent dans des conditions, dans les cellules familiales où ils sont plus, on va dire 5-6, dans des logements de moins de 50 mètres carrés, et donc il y a des contaminations, la transmission est plus facile, on l'a bien vu en Seine-Saint-Denis, et puis aussi les métiers en Seine-Saint-Denis, c'est pas du télétravail, vous allez voir les caissières, vous allez voir le conducteur de bus, vous allez voir tous ces métiers qui sont en contact direct avec le public. Et là aussi, il y a une transmission parce que on n'a pas beaucoup de télétravail en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est vrai. Je reviens sur ce que vous disiez sur le traitement des malades. Vous dites à un moment donné dans votre livre que on intubait à tour de bras, sans doute une erreur. Pourquoi ? Oui, très probablement. Et ça a été un des grands progrès et ce que nous a appris cette maladie. Les patients qu'on hospitalise, c'est des patients qui ont besoin d'oxygène, c'est des patients qui ont du mal à respirer. Et ce qui faisait un peu la caractéristique de cette maladie quand on les recevait lors de la première vague, c'est qu'ils avaient des taux d'oxygène très bas dans le sang et on leur proposait
très rapidement, probablement trop rapidement, l'intubation, c'est-à-dire la mise sous ventilation mécanique, parce que on était assez impressionné par ce taux bas d'oxygène qui était assez bien supporté, mais qui était une indication claire à l'intubation. Actuellement, on sait que quand on met le patient sous ventilation mécanique, il a un pronostic assez effroyable de l'ordre de 50% de survie. Donc, le but actuellement, c'est de reculer ce moment de l'intubation en proposant au malade d'autres techniques de ventilation moins invasives, comme l'oxygénation à haut débit. Enfin, c'est un peu technique. Pourquoi ça a créé des séquelles ? Non, parce que dès lors que vous mettez un patient en ventilation mécanique, il faut l'endormir. Vous savez, c'est les patients qu'on voit avec un tube dans la bouche. Et il y a toutes les complications liées à la réanimation qui grèvent le pronostic. Parce qu'en fait, la ventilation va durer longtemps. En général, quand on intube un patient, la ventilation, c'est, en pathologie classique, 5-10 jours. Là, c'est 20-30 jours. Et donc, la mortalité explose. Ouais. Donc, on essaye, si vous voulez, de proposer des ventilations qu'on appelle non invasives, moins agressives que la ventilation par l'intubation. Et on a inventé, d'ailleurs, la ventilation en décubitus ventral des patients conscients. Avant, on le réservait qu'aux patients intubés. Et ça a permis à beaucoup de patients d'éviter ce passage à l'intubation. Et ça a été un grand progrès, si vous voulez, de proposer des ventilations, ce qu'on appelle, nous, non invasives, donc sans ce fameuse intubation, et ça a fait diminuer la mortalité. Oui, alors on a beaucoup de questions d'auditeurs avec nous. C'est Laurent qui est avec nous. Oui, qui Bonjour nous Laurent, Laurent de Montgeron. Bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Moi je me demande comment ça se fait qu'aujourd'hui les hôpitaux soient encore... on a l'impression qu'on ne s'est pas préparé à une éventuelle deuxième vague, s'il y en a une, et que j'ai l'impression qu'on est encore surpris comme si c'était la première fois, comme si c'était le début du Covid. Et ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi on veut absolument que les hôpitaux gagnent de l'argent, alors que je pense que c'est pas le but premier d'un hôpital ou d'un médecin, c'est surtout de soigner. Ouais. Et j'ai l'impression qu'on confond pas mal de choses. Et que c'est en fin de compte les citoyens, les médecins, les gens qui travaillent, qui subissent tout ça, et que on regarde. Et puis ça continue. Et puis c'est incessant, ça, on a l'impression qu'il n'y a pas de solution. Et puis que oui, c'est vrai, Laurent, c'est la question en fait des lits et des moyens dans les hôpitaux. On va y répondre juste dans un instant avec le professeur Frédéric Adnet, Les fantassins de la République. Je vous le conseille parce que on replonge ce livre, c'est aux éditions Flammarion, on replonge en fait dans cette vague et puis après il explique en fait tout le détail. En plus, honnêtement, c'est un livre de 200 pages, ça se lit en fait très bien, très facilement et on est vraiment dedans. Non mais on est sur l'urgence, c'est vrai, c'est très humain. Restez là. 9h28. 9h32, c'est une plongée dans les urgences Covid, un printemps en enfer, ça s'appelle Les fantassins de la République aux éditions Flammarion avec le professeur Frédéric Adnet. Et on avait Laurent qui était au téléphone en ligne et qui nous posait une question ce matin. Oui, mais qui posait la question en fait des moyens à l'hôpital. Est-ce que après ce qu'on a connu au printemps, est-ce qu'on a mis davantage de moyens et pourquoi aujourd'hui on n'aurait pas davantage de lits pour faire face à une éventuelle deuxième vague, Frédéric Adnet? Je crois que votre auditeur a tout à fait raison. On n'a pas tiré toutes les leçons de la première vague, notamment en nombre de lits et en hôpitaux qu'on continue à fermer. On a eu un immense espoir après le discours de Macron, de notre président de la République à Mulhouse, souvenez-vous, où il avait dit qu'il fallait réinvestir l'hôpital public, que l'hôpital public était le pilier de notre République. Et on n'a rien vu venir. Clairement, j'ai pas vu d'arrêt de fermeture d'hôpitaux, d'arrêt de fermeture de lits. On est dans une logique, et votre auditeur l'a signalé, une logique qui est plutôt comptable et qui entraîne, si vous voulez, une diminution de nombre de lits à l'hôpital public, une diminution de nombre d'hôpitaux. Et c'est vrai que cette logique, on pensait qu'elle allait s'arrêter. En fait, elle s'est pas arrêtée. Et on voit les conséquences aujourd'hui. On n'a pas, et c'est un effet, on a le matériel. On a, si vous voulez, on peut avoir des surfaces, on pourrait réouvrir des... on a le matériel. On a le matériel. Là, il n'y a pas de problème. C'est une question de réorganisation. C'est une question de personnel. C'est ce qu'a dit Emmanuel Macron avant-hier. Il a dit, c'est pas des moyens, c'est réorganisation. Vrai ou pas alors? Si la réorganisation, ça veut dire réouvrir des lits, réembaucher du personnel pour armer ces lits et former en urgence
urgences des personnels qui seraient aptes à faire de la réanimation. Si c'est ça la réorganisation, on peut former en urgence. Demain. Non, mais on peut, vous qui êtes chef des urgences, on peut former en urgence justement des gens qui vont pouvoir. Pendant la première vague, on formait des infirmières avec des formations ultra rapides de moins d'une semaine parce que l'urgence était telle. On fabriquait des services de réanimation de briques et de broc. Il faut bien savoir ce qui se passait. C'est que les respirateurs des blocs opératoires étaient dédiés à des lits de réanimation. Des services qui n'étaient pas des services de réanimation étaient transformés en services de réanimation. Et du personnel qui n'était pas du personnel de réanimation armait ces lits après une formation ultra rapide. Donc, si vous voulez, c'est l'urgence qui prime. Bien sûr qu'il faut 3 ans pour former une infirmière et plus pour former les infirmières anesthésistes. Mais dans l'urgence, il faut absolument qu'on puisse avoir des programmes de formation très rapides, mais surtout d'ouvrir des lits supplémentaires pour ne pas faire ce qui, pour moi, est terrible. C'est-à-dire de déprogrammer des malades moins urgents, c'est-à-dire que en fait, les condamnés, on les verra pas mourir tout de suite, mais c'est une mortalité qu'on va induire à plus long terme et qui sera indirectement due effectivement à cette mauvaise gestion des patients Covid qu'on a aujourd'hui. Dans ce livre, Frédéric Adnet, il y a le mot peur. Est-ce que vous avez eu peur de ne pas pouvoir gérer et est-ce qu'aujourd'hui vous êtes encore dans cette situation ? Alors, la première vague n'a rien à voir, et je le décris bien j'espère bien le décrire dans le livre. La première vague n'a rien à voir avec ce qu'on vit actuellement. La première vague, c'était quoi ? C'était un doublement du nombre de patients qu'on avait en réanimation, aux urgences, au SAMU, tous les 48 heures, tous les 2 jours. Donc c'était un tsunami. Alors là, actuellement, ce qu'on vit, c'est une baignoire qui se remplit tout doucement et dont on sait qu'elle va finir par déborder. Mais, si vous voulez, entre la vague et ce flux qui augmente tout doucement et qui s'inscrit sur le long terme, la gestion n'est pas la même, d'accord ? Est-ce que j'ai eu peur ? Oui, parce que pour moi, ça a été quelque chose de tout à fait nouveau. C'est un nouveau virus, une nouvelle maladie. On était habitué à gérer des Ebola, le SARS, le MERS, etc. Sauf que on avait nos plans de gestion de ces épidémies, on a vu 0 malade. Et quand le Covid est arrivé, on s'est tous dit, encore une maladie émergente dont on verra 2-3 malades à tout casser. On a vu des centaines de malades arriver d'un coup, tous plus graves les uns que les autres. Et est-ce que j'ai eu peur ? Oui, j'ai eu peur pour les malades, j'ai eu peur pour mon équipe, j'ai eu peur pour moi aussi, parce que le paradoxe, c'est ça qui est terrible, c'est que on se mettait en danger. En soignant contre une maladie, on risquait de l'attraper. En soignant contre la mort, on risquait de mourir. Et si vous voulez, c'est la pire des situations. Vous expliquez cette scène où vous remettez sur un brancard, le masque sur un brancard de quelqu'un, vous n'avez pas de gants, vous n'avez rien, et vous dites après, j'ai même pas pensé à me laver les mains. Exactement. Alors que dans les hôpitaux, vous le faites régulièrement. Quoi. Oui, mais dans l'urgence. Oui, mais ça c'est pratiquement une erreur professionnelle. Mais à l'époque, il faut bien savoir qu'on recevait une centaine de patients par jour aux urgences, dont beaucoup étaient en détresse respiratoire. Donc on courait un petit peu dans tous les sens. Et ce patient qui avait son masque qui allait pas bien, qui avait son masque à oxygène qui est complètement défait, je me rappelle très bien, je l'ai remis en bonne place et je n'ai même pas imaginé qu'il fallait absolument que je me lave la main. J'ai couru voir un autre patient qui lui et vous n'avez pas attrapé le Covid. Non, non, alors qu'il y a eu beaucoup de monde, de personnel effectivement. Beaucoup de personnel soignant, beaucoup de médecins. J'ai eu du personnel soignant qui a été en réanimation. Heureusement, j'ai pas eu de décès. Et du personnel qui paniquait. C'est ça qui est assez terrible, quoi. Justement, quand vous dites un printemps en enfer, il y avait du personnel, des médecins, des infirmières, certains qui pourtant sont habitués à voir des malades, mais qui là étaient dans la panique. Oui, mais je crois qu'on n'a jamais vécu ça. Et je le dis au début du livre, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que j'ai 30 ans d'expérience. C'était une médecine de guerre à un moment donné. C'est clairement une médecine de guerre. Heureusement, on n'a pas eu à faire des choix éthiques, c'est-à-dire comme les Italiens l'ont fait, où ils ont dû choisir quels patients ils allaient réanimer, quels patients ils n'allaient pas réanimer. On n'est pas arrivé jusqu'à là, mais ça a été au prix de transformer tout l'hôpital en patient Covid, à déprogrammer massivement les autres patients. Et donc, on a quand même induit, si vous voulez, malgré ce fait qu'on n'a pas eu à choisir des patients qu'on réanimait ou qu'on ne réanimait pas, par contre, on a fait prendre des risques énormes aux autres patients qui n'ont pas pu venir à l'hôpital. Oui, ça c'est vrai. Et on part au 0826 300 300 avec Valérie qui est avec nous ce matin. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie.
Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour au professeur Adnet. Oui. Alors moi je pense que je peux être aussi en colère que le professeur Adnet par rapport à ce qu'il a vécu et au manque de préparation dont notre hôpital fait l'objet depuis des décennies. Et je suis scandalisée que rien n'ait été fait entre cette vague que nous avons connue au printemps et maintenant. On a des vaguelettes et quelque part on est toujours aussi démunis. Enfin, j'ai le sentiment que notre hôpital est toujours aussi démuni. Et ça me met dans une colère noire parce que on paye beaucoup d'impôts et on se demande d'où ça part. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, quelque part, on nous a masqués, on nous a imposé des gestes barrières qui nous rendent un peu inhumains. Et en fait, on se demande si ça sert à quelque chose puisqu'il y a de plus en plus de foyers d'infection. Il y a de plus en plus de malades qui arrivent. Et je voulais poser au professeur Adnet la question suivante. Est-ce que maintenant, les médecins généralistes peuvent prendre en charge des malades de première intention avant justement qu'ils ne se dégradent et qu'ils n'arrivent dans son service? Bonne question. Valérie, restez en ligne avec nous et professeur Adnet. Alors, je voudrais rassurer notre auditrice, les mesures barrières, le masque, la distanciation, s'ils étaient bien appliqués, si tout le monde les appliquait de manière sérieuse, c'est-à-dire bien porter son masque, porter un masque homologué, garder une distanciation dans les lieux clos, ça n'arrête pas le virus, c'est ça qu'il faut comprendre, ça n'arrête pas le virus, mais ça diminue la cinétique de propagation et ça nous laisse, nous, le temps de pouvoir accueillir ces malades. On est dans un problème, non pas d'arrêt de l'épidémie, mais de contrôle de la vitesse de l'épidémie. Donc, les mesures barrières, il faut les appliquer. Toutes les études montrent que ça marche très bien. Ça diminue, quoi, en fait, le risque. Ça diminue. Là, on est à 1,50 m, il ne serait pas question de se parler à 50 cm, même si, on ne sait pas si... Voilà. Alors, le rôle des médecins généralistes est fondamental. D'ailleurs, ils ont payé un lourd tribut, parce qu'on sait qu'au début, dans la première vague, ils ont été sous-dotés en matériel de protection et il y a eu, je rappelle, en France, une cinquantaine de médecins qui ont décédé du Covid. Donc, ils sont en première ligne et ce que dit votre auditrice est tout à fait vrai. Les médecins généralistes ont un rôle primordial dans la prise en charge de ces patients. Il faut se rappeler que la mortalité, elle est de 0,3%, et que 5% vont aller en réanimation. Donc, il y a 95% de patients qui vont avoir des formes soit sérieuses, soit bénignes dans l'immense majorité des cas. Et c'est soit totalement transparente. Soit totalement ce qu'on appelle asymptomatique. Et donc les médecins généralistes ont tout leur rôle pour prendre en charge ces patients-là, pour les détecter, pour contribuer au tracing, c'est-à-dire d'essayer de s'occuper des cas contacts pour essayer de casser les chaînes de transmission. Et il y a aussi quelque chose de nouveau, c'est le post-Covid. On s'aperçoit que après l'épisode aigu, il y a des séquelles. Et là, la médecine générale et la médecine de famille a tout son rôle dans le suivi de ces patients parce qu'ils ont des séquelles. Oui. Est-ce que vous voulez dire, sans doute, Valérie, vous allez compléter éventuellement, vous êtes toujours là, c'est que est-ce qu'ils nous prennent bien en charge aussi, les médecins? Est-ce qu'ils savent comment nous soigner, nous traiter, quoi, et nous orienter? C'est un peu ça, Valérie, allez-y. C'est ça, mais parce que, rappelez-vous, au printemps, on demandait aux médecins généralistes de faire de la téléconsultation. Or, comment reconnaître qu'un patient est en hypoxie heureuse si, effectivement, on ne mesure pas son taux d'oxygène? Moi, j'ai eu des cas autour de moi, effectivement, à qui on disait prends du Doliprane et qui se sont retrouvés effectivement sous oxygénothérapie parce que le Doliprane, ça suffit pas forcément. Je voulais savoir si effectivement sur la prise en charge de première ligne, les médecins ont maintenant des arsenaux thérapeutiques à leur disposition pour éviter justement que certains patients avec des comorbidités ne s'aggravent. Ça se dégrade, oui. Malheureusement, sur ce versant-là, qui est la prévention du passage à la forme grave de la maladie, nous n'avons rien. Nous n'avons clairement pas de thérapeutique qui pourrait diminuer le passage en forme grave. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a des facteurs de risque qui augmentent la probabilité de passer à la forme grave. Mais on n'a pas un médicament qui vous empêcherait de devenir oxygénodépendant. Vous avez raison aussi de dire que au départ, la première vague, on a fait beaucoup de télémédecine. Mais il y a eu un phénomène incroyable à la première vague, c'est que plus un seul patient n'allait voir son médecin.
Les salles de consultation étaient désertées. Les hôpitaux, les urgences, je sais bien, je l'ai vécu, étaient complètement désertés. Il y avait le confinement, certes, mais il y avait aussi une peur d'attraper le Covid dans les salles d'attente des médecins, dans les centres médicaux et dans les urgences. Mais c'est normal, on avait Jérôme Salomon qui nous jouait les croque-morts et qui nous annonçait des trucs apocalyptiques tous les jours. Psychologiquement parlant, je dirais que la communication du gouvernement, on a eu le sentiment qu'elle avait pour but de nous terroriser pour qu'on respecte le confinement. Ah ben ils ont réussi, mais ils ont tellement bien réussi que cette éthique dont vous parliez, où vous n'avez pas eu à faire de choix, mais quelque part c'est à l'envers maintenant, puisque vous le dites vous-même, on n'aura pas les morts tout de suite, mais les gens qui n'ont pas pu être pris en charge, ils vont mourir plus tard, faute d'avoir pu être pris en charge au bon moment. Et donc le choix que vous n'avez pas eu à faire, heureusement, pour les patients Covid au printemps, eh bien quelque part, ce choix vous l'avez quand même fait pour d'autres patients. Et je suis sûre que c'est la mort dans l'âme, hein, mais il a été fait quand même. C'est exactement ça. Pour la première vague, malheureusement, tout l'hôpital s'est transformé en hôpital Covid et on n'a pas pu s'occuper des autres pathologies. Et les études américaines montrent déjà... Parce que vous étiez dans un secteur, la Seine-Saint-Denis, très touché. Si vous aviez été dans le Gers, ça n'aurait pas été le cas. Tout à fait. Mais les dans le Gers, il y avait le même problème. Les salles d'attente étaient vides. Hein. Alors, chez les médecins généralistes, ça c'est vrai. Dans les hôpitaux, en revanche, même à l'hôpital. Mais bien sûr. Moi, j'ai dû emmener ma fille aux urgences à Toulouse. En clinique, il n'y avait pas un chat. C'était le moment d'y aller. Non, c'est très très vrai. Et les premières études américaines montrent justement une surmortalité dans les autres pathologies, les pathologies cardiaques, les pathologies, les diabètes, liés au fait qu'il y avait eu un défaut de prise en charge des autres maladies pendant cette fameuse première vague. Donc vous comprenez bien que ce que l'on vit actuellement, c'est justement d'éviter de ne pas s'occuper des autres patients, donc d'éviter de déprogrammer. Malheureusement, on commence à déprogrammer parce que ce flux continu qui est modeste, c'est pas une vague, c'est un flux continu de patients qui arrivent à l'hôpital. Tout simplement, l'hôpital est trop petit. Alors c'est pas une vague, mais là, visiblement, ce qui est annoncé par le gouvernement, Valérie parlait de Jérôme Salomon, on nous prévient en disant attention, il va y avoir une deuxième vague, ça va être encombré dans les 15 jours, 3 semaines et tout. Oui, c'est l'image de la baignoire. C'est l'image de la baignoire. C'est quand la baignoire va arriver à saturation, ça va déborder. Et malheureusement, on s'approche de ce moment-là. Est-ce que, comme ce que vous disiez dans le livre, en disant ce qui faisait notre quotidien, c'était les bagarres, les alcooliques, les gens qui venaient, les rixes et tout, est-ce que vous sentez dans les appels d'urgence que encore une fois, les choses changent. C'est-à-dire qu'il y a peut-être moins ces bobos du quotidien ou pas du tout. Alors je l'ai décrit dans le livre. Ce qui était extraordinaire c'est-à-dire en dehors de l'ordinaire. Oui, bien sûr. Dans cette vague, c'est qu'on avait une disparition pratiquement totale des autres motifs de recours des urgences. D'abord, rappelez-vous, c'était le confinement, donc il n'y avait plus d'accidents, donc plus de traumatologie. On n'avait plus rien, zéro traumatologie, et les gens n'appelaient le SAMU et venaient aux urgences que les patients qui avaient du mal à respirer. Et je vous le dis, on avait pratiquement 100% de patients Covid. Actuellement, c'est complètement différent. Vous avez remarqué que les voitures circulent, que les trottinettes circulent. Bien sûr. Il y a beaucoup d'accidents. Il faut qu'on gère toute la traumatologie, donc on ne peut pas fermer les blocs opératoires. En première vague, on a fermé les blocs opératoires parce qu'il n'y avait plus personne à opérer. Mais ce qui est pire, donc ce qui est pire, c'est ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire qu'on a un paradoxe incroyable, c'est qu'avec moins de malades Covid, on va être plus en difficulté que la première vague. Et c'est d'autant aggravé qu'on ne va pas pouvoir transférer nos malades en province, puisque la province est impactée, et on n'aura pas de renfort de la province de personnel soignant, parce que tous les hôpitaux ont besoin de toutes leurs forces. Et d'autant qu'on arrive aussi dans une période hivernale qui signifie qu'il y a davantage peut-être de maladies ou Alors, pas ça, on ne sait pas. On sait pas. Vous savez que cette épidémie de Covid a montré que les scientifiques se trompaient beaucoup et qu'ils n'étaient pas forcément tous d'accord entre eux. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc c'était ce qui montre un peu que les scientifiques, c'est des gens comme les autres. C'est pas forcément avec leurs défauts. Et voilà. Mais
l'espoir, c'est qu'avec nos mesures barrières, c'est encore plus efficace contre la grippe et les virus respiratoires. C'est vrai que là, à la rentrée, d'habitude, on voit une explosion de maladies infantiles respiratoires. On ne les voit pas. Donc, et il y a des études américaines encore, malheureusement, mais qui ont bien montré que le fait de de faire des mesures barrières pour le Covid diminuait drastiquement l'épidémie de grippe. Donc on risque, effectivement, la grippe, c'est une vraie menace, parce que d'avoir la grippe plus le Covid, ça va faire des patients encore plus graves. Bon. Mais la grippe risque d'être assez faible, grâce aux mesures barrières. Mais vous incitez à la vaccination, oui. Ah bien sûr, bien sûr. Enfin, surtout à un certain âge, quoi. Pas forcément d'une façon générale. Il faut mettre le paquet sur les patients à risque. Les patients âgés, les patients qui ont des comorbidités, c'est-à-dire obésité, diabète, insuffisance cardiaque. C'est vraiment eux qu'il faut cibler, parce que c'est eux que je vois arriver à l'hôpital. Oui, complètement. Merci en tout cas Frédéric Adnet, chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne à Bobigny, également directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. Ce livre, donc, aux éditions Flammarion, Les Fantassins de la République, et puis en même temps, vous découvrez les couloirs aussi de l'hôpital. Il n'y a pas que Dr House en fait à la télé. Et peut-être que ça... Il y a Dr Adnet, tiens. Ça incitera certaines personnes à mettre des masques, peut-être. Pour voir, alors un mot sur les masques. Oui, c'est bien de le mettre, mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi en fait on l'impose dans la rue quand il y a personne autour de soi. Là, c'est un peu non. Oui, écoutez, c'est un vrai problème et beaucoup se sont engouffrés sur cette faiblesse. C'est vrai que scientifiquement, le virus a peur des courants d'air. Il ne se propage pas en plein air, ça on en est sûr. Mais c'est peut-être pour avoir l'habitude en fait. Exactement. Voilà. Le problème, il y a un bon usage du masque, c'est-à-dire que si vous prenez votre masque et vous ne le mettez que quand vous faites vos courses, vous rentrez dans le supermarché, vous allez le prendre avec votre main, vous allez le mettre dans votre poche, vous allez le remettre sur la figure. Oui, mais c'est ce qu'on fait. Regardez, moi je l'ai à côté de moi, mais alors je prends. J'ai mon petit gel, etc. Tandis que si vous le portez en permanence sans y toucher, vous avez tout gagné. Mais vous y touchez forcément à un moment donné. Ah oui. Non mais vous y touchez, mais même quand vous l'avez. Inconsciemment, on touche sa figure une fois par minute. Bon, mais ça diminue le risque. Vous faites toujours ça. Oui, mais vous avez vu avec du gel. Ça fait déjà 2 litres depuis ce matin. C'est terrible. Je consomme, quelle consommation. Allez, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça s'appelle Les Fantassins de la République aux éditions Flammarion. Oui. Dans un instant. Et on va parler